Bonjour à tous et bienvenue. J'ai rarement parlé de football italien sur la chaîne, hormis pour expliquer quelques mécanismes de transfert et surtout évoquer les clubs tombés en faillite, une spécialité du calcio malheureusement depuis une quinzaine d'années. Mais cette semaine, il y a eu tellement de débats autour du niveau, de l'attractivité de la Serie A, avec les éliminations successives de l'Atalanta, le Milan et la Juve en Ligue des Champions, que ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour parler justement de l'attractivité de la Serie A, parce qu'on a une lecture en trompe-l'œil. Alors je sais, sur le papier, vous dites 3 gros clubs éliminés en moins de 48 ans en Ligue des Champions, ça laisse simplement l'Inter qualifié, ça pose évidemment question sur le niveau, la Serie A est tombée 5e au coefficient UEFA, et on est très loin en effet du début des années 2000, voilà, fin des années 90, où les grandes stars allaient dans le calcio. Je sais aujourd'hui les très grandes stars ne vont pas en Italie et tout, et donc on entend ça. Et puis on rappelle aussi l'état des finances, les stades qui sont malheureusement très vieux, parfois délabrés, qu'il y a des problèmes en plus politico-économiques dans le football italien. Je sais tout ça. Mais en fait, c'est une lecture en trompe-l'œil parce qu'il y a quelques années, je vous aurais dit oui, la Serie A avait vraiment perdu son attractivité, notamment par les clubs qui sont en mode décrépitude, un peu les faillites, les mauvaises gestions et tout. Et on ne va pas complimenter les gestions du football italien. Le président de la fédération l'avait dit, je crois, il y a 2 ans. Rendez-vous compte qu'en 12 années, les clubs italiens avaient perdu plus de 4 milliards d'euros. Je vous laisse imaginer, et ça on l'avait déjà évoqué. Et il y a toujours des pertes absolument astronomiques, on peut penser à la Juve, et surtout 2 grands clubs du Milan. Et c'est quand même très ironique, puisque dans un football rempli de traditions, de culture et d'histoire, vous avez 2 de ces plus grands clubs, donc le Milan et l'Inter, qui appartenaient à un moment donné à des propriétaires chinois. Or, ces 2 propriétaires chinois, c'est quand même très curieux, à un moment donné, ils n'ont pas réussi à rembourser les prêts, parce qu'en fait, les clubs, c'était pas des LBO, mais en fait, ils ont dû énormément emprunter pour gérer tout le train de vie, pour plein d'autres choses. Et en fait, à un moment donné, ils n'ont pas pu rembourser, ce qui fait que les 2 fonds prêteurs, notamment, Elliott Fauvotour par excellence et Octree dans le cas de l'Inter, ont récupéré les clubs. Donc vous vous imaginez que 2 des plus grands clubs italiens sont aujourd'hui aux mains de fonds d'investissement qui avaient prêté l'argent. Or, à un moment donné, le propriétaire ne pouvait pas rembourser les dettes, boum, je te récupère le club. On est quand même dans des numéros absolument incroyables. On connaît les dettes et les difficultés économiques à un moment donné de la Juve, mais qui arrive toujours à s'en sortir avec la famille Agnelli. Et on a vu toutes les reprises de clubs. Il y a beaucoup de fonds américains aujourd'hui qui sont en Serie A. On a eu encore cet été l'exemple avec Drake, etc. et d'autres Américains qui ont sauvé Venise, qui avait qu'à peu près 40 millions de dettes, sinon le club allait couler. Donc on sait tout cela. Mais pourquoi je dis que c'est très paradoxal? C'est qu'en plus, il y a 1 an et demi, le gouvernement fait sauter un décret qui aidait, alors pas que le football, mais notamment pour les clubs qui payaient moins de charges patronales et tout. C'est-à-dire c'était une exonération d'impôts. Donc tous on a dit, oh là, c'est bon, la Serie A ne pourra plus attirer de gros joueurs, de gros salaires et tout. Mais encore une fois, c'est une lecture en trompe-l'œil, puisque malgré tout ça, malgré ces difficultés économiques, malgré les stades qui ne sont peut-être pas forcément adaptés, ça crée moins de revenus et tout, malgré tout cela, économiquement, la Serie A, c'est le championnat qui investit le plus dans le marché des transferts depuis 2 ans. Après la Première Ligue, mais la Première Ligue ne compte pas, elle est hors catégorie comme vous le savez. Oui, vous avez bien entendu, la Serie A est le championnat, après la Première Ligue, qui a le plus investi l'année dernière et cette année. Et je vais vous en dire une meilleure, la Série B, qui historiquement est une 2e division assez pauvre, assez brinque-ballante. À l'époque, je crois qu'il y avait 22 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Je me demande même s'il n'y avait pas 24 à un moment donné. Non, je crois que c'était 22. Et encore cette année, vous avez des clubs qui sont beaucoup plus faibles que d'autres, parce que même en Série B, aujourd'hui on a du Palerme, c'est détenu par City. On a Pise, c'est détenu par un Anglais. On a Spezia Calcio, c'est détenu par un Américano-polonais, si je ne dis pas de bêtises. Et on a des clubs comme... Oh, j'ai perdu. Comme Sassuolo, excusez-moi, qui est détenu par Mapei, qui est un très gros groupe italien. Donc je veux dire, en Série B, il y a de l'argent, tant et si bien qu'il y a de l'argent, que si tu compares, alors Championship à part, la 2e division anglaise, c'est aussi un autre monde. Mais si tu compares la 2e division espagnole, à la Ligue 2, ou à la 2e division allemande, les clubs de Série B ont dépensé plus d'argent encore sur le marché des transferts cette année. Faut imaginer, donc en termes de D2, la D2 italienne est celle qui a le plus dépensé après le Championship. Alors oui, il y a eu des ventes, tout ce que vous voulez, et il y a des clubs qui ont en effet des moyens, on peut penser aussi à Brescia, vous imaginez qu'en Serie B, on a des clubs comme la Samp aussi, hein. On a des vrais clubs, mais on en a d'autres, comme Sud-Tirol, comme Frosinone, d'ailleurs très ironique, Sud-Tirol et Frosinone ne sont pas non plus les plus grands clubs. Ce sont 2 des rares équipes italiennes qui ont vu leur stade rénové ces 10-15 dernières années. Mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, je veux dire, c'est une Série B aussi qui commence à être attractive financièrement, même s'il y a un gouffre absolu entre les top clubs et les autres. On le voit donc, ce côté paradoxal, on le voit en Serie A et en Série B, notamment au niveau des actionnaires. Alors, on a parlé des 2 clubs du Milan, mais que dire sinon de la Fiorentina, de la Roma, de Bologne et de tant d'autres qui sont passés également en main étrangère. Sauf que, dans le même temps, on a des propriétaires encore très italiens, j'ai envie de dire, qui incarnent quelque chose. Alors, c'est vrai que historiquement, le football italien, c'est une grande gueule, c'est une gouaille incarnée par un propriétaire. On connaît vis-à-vis des économies locales. On sait aussi qu'il y a des fois des grands groupes italiens qui vont détenir des clubs. On avait parlé évidemment de Sassuolo, qui est détenu par Mapei en Série B. Je crois que Cagliari aussi est détenu par un conglomérat pétrochimique ou quelque chose comme ça italien. Mais
Vous avez également Lotito, hein, qui incarne la Lazio, De Laurentiis qui incarne bien évidemment Naples, et son fils, je crois, qui a le club de Bari en Série B. Vous avez Monza aujourd'hui avec les Berlusconi, la famille Agnelli à la Juve. Vous avez également Empoli qui est un président local. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup encore de présidents italiens, même si on le voit. Les capitaux américains notamment ont été très intéressés, Fiorentina, Roma et tant d'autres. Dans le même temps, on connaît aussi les nouveaux riches, là on peut le voir comme avec un groupe indonésien. Et donc en fait c'est ce paradoxe complet, c'est-à-dire l'attractivité. Mais économiquement c'est attractif parce que, alors oui, peut-être que les clubs dépensent un peu trop et qu'à un moment donné ça va être compliqué, soit. Mais en fait ils vont toujours faire des opérations comptables, des transferts intra-Italie, des espèces d'échanges, on avait expliqué un peu tout ça, parce que la Juve est vraiment loin d'être la seule équipe à pratiquer ce genre de méthode. Et donc en fait on va équilibrer, peut-être certains vont dire de manière artificielle, les comptes en Série A, en Série B. Il y a cette espèce d'économie, ce savoir-faire, on va dire, des directeurs sportifs pour plus ou moins équilibrer les bilans comptables. Et c'est pour ça que pour les agents c'est très attractif. Parce que les commissions, hein, c'est pas 10%. Et pour les joueurs, on voit qu'on peut aussi se relancer. Le prêt de Colomboigny à la Juve est très intéressant à ce niveau-là, parce que les gens voient, ils jouent, ils marquent, etc. Et que tu n'as pas forcément besoin uniquement d'aller en Allemagne si tu es un attaquant pour pouvoir te relancer. Donc c'est très important. Il y a quand même des joueurs d'un certain niveau qui veulent toujours jouer en Italie, parce qu'il y a des salaires quand même plus que corrects. Et puis surtout, on a des clubs très actifs, comme on l'a expliqué, sur le marché des transferts. Alors certes, vous n'allez pas accueillir les plus grandes stars du monde, mais quand même. Et dans le même temps, il y a vis-à-vis des droits TV, parce que DAZN a prolongé, donc il donne à peu près 700 millions par an, je crois que c'est jusqu'en 2029, au club de Serie A, sachant que si DAZN fait un chiffre d'affaires de plus de 750 millions, il y aura un 50-50 entre les clubs et la chaîne. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors sauf que le problème, c'est les droits à l'international. Là, ça baisse un petit peu. On a vu en France, il y a eu un cirque pas possible parce que les audiences sont pas folles. Et c'est encore tout le paradoxe, c'est-à-dire que dans les droits domestiques, ça va. Globalement, on a réussi à gérer, sauf que les droits à l'international, ça intéresse pas forcément aujourd'hui l'Italie, c'est pas trop vendeur. Alors que pour les agents, c'est vendeur l'Italie, parce que tu sais que tu peux faire du business. Pour les joueurs, tu te rends compte que tu peux faire aussi du business. Et pourquoi c'est paradoxal? C'est que tu as des clubs qui sont complètement endettés, qui sont dans la galère, mais qui vont continuer à faire quand même des transferts et qui vont pousser jusqu'au bout, quitte à avoir un rachat miraculeux de dernière minute. Donc en fait, tout est paradoxal en Italie. C'est pareil pour les stades. C'est-à-dire que, vous le savez, l'Euro 2023, co-organisation antérieure entre la Turquie et l'Italie. Sauf que l'Italie, il y a la question des stades, évidemment. Ces dernières années, alors on a eu le nouveau stade de la Juve, maintenant il y a quasiment 15 ans, rénovation à Udinese, à Frosinone et à Subtirol, je crois que ça s'appelle comme ça, ce sont des clubs de D2, mais sinon il n'y a rien du tout. Alors t'entends les projets pour les clubs de Milan, t'entends évidemment le projet à Bologne, ça fait très longtemps qu'on va rénover, on va faire ci, on va faire ça, des trucs révolutionnaires, mais en fait Anne Massora ne voit-tu rien venir. Alors la fédération italienne a choisi une liste de stades pour 2032, le problème c'est qui va les financer, parce que plus de 90% des enceintes sportives en Italie sont détenues par les municipalités. Or certains actionnaires veulent être propriétaires du stade et tout, ce qui fait donc tout ce millimélo entre du financement privé, du financement public, et on sait que l'Italie, économiquement c'est un petit peu plus compliqué, qu'il y a de moins en moins de moyens donnés au sport, et notamment la rénovation des infrastructures sportives. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les stades, il y a aussi certains centres d'entraînement qui sont très vétustes. Mais pour les clubs, ils disent, mais attendez, des fois on a des murs un peu fissurés, on sait qu'il y a beaucoup de stades qui sont, non seulement, on peut être vieux, mais qui en fait ont un manque d'entretien, principalement dans les divisions inférieures. Ce qui gêne, et même en Serie A, donc évidemment il y a des gens qui ne veulent pas trop y aller, il y a aussi certaines histoires dans les stades, mais donc ce qui fait que oui, on est ambitieux, on veut cet Euro le co-organiser en 2032. Mais il va falloir que niveau stade, ça bouge. Et pour le moment, c'est loin d'être le cas. Sachant qu'évidemment, les clubs, comme je vous dis, se sont plaints avec l'abolition de ce décret à l'époque. Alors, ce n'était pas les seuls dans la société économique italienne. Je ne suis pas spécialiste de la politique italienne, donc je ne peux pas vous dire les bienfaits ou non de l'abolition de ce décret-là. Mais dans tous les cas, même si on sent, oui, il y a des défaites en Coupe d'Europe, il y a ce que vous voulez, en fait, le football italien, il vit toujours. Hein. Et puis, vous avez un championnat qui reste passionnant parce qu'il y a quand même... Alors oui, c'est vrai, la Roma était décevante pendant un moment cette saison, mais en fait, justement, c'est imprévisible. Tu ne sais pas à quelle place tu peux terminer parce qu'il y a plein de clubs qui sont ambitieux. La Fiorentina, qui est toujours qualifiée, je crois, en Conference League, comme les deux clubs de Rome, sont qualifiés d'ailleurs en Europa League. C'est pour ça. Il ne faut pas paniquer. Oui, l'Atalanta, c'est foiré, le Milan, c'est foiré, la Juve, c'est foiré, bien sûr. Sachant qu'on va revenir sur les politiques de transfert de certaines de ces équipes, notamment la Juve et le Milan. Mais je veux dire, il n'y a pas pénurie dans la demeure. L'Inter est toujours là. Vous avez les deux clubs de Rome en Europa League et vous avez la Fiorentina en Conference League. Alors oui, c'est pas Byzance ou ce que vous voulez. On pourrait revenir également sur Bologne. Ça n'a pas été grandiose. Mais globalement, ça va. Et dans le même temps, ce qui montre l'évolution, c'est que la Série B, qui est historiquement l'une des deuxièmes divisions très très pauvres d'Europe, avec des retards de salaire à l'époque, dans des tout petits clubs, et même si elle est encore à 2 voire 3 vitesses, elle reste encore attractive sur le marché des transferts. Elle est capable d'attirer, je veux dire, il y a même des joueurs de Championship qui joue aujourd'hui en Série B. Donc on se rend bien compte que le football italien, je dirais, est plus attractif qu'il y a quelques années. Alors ça n'empêche pas qu'il y a de gros soucis et que la gestion financière, elle me semble quand même un peu dispendieuse. Mais en fait, on remarque que c'est le cas aussi en France, que c'est le cas aussi en Espagne, en Belgique et en Angleterre. Donc au final, le football italien, il est un peu comme les autres vis-à-vis de l'argent. Le seul point qu'il a, c'est qu'il gardera toujours cette âme très particulière. Parce que comme me l'ont dit énormément de joueurs qui ont joué en Italie, ça te marque. Il y a quelque chose de très particulier, que ce soit l'ambiance du club, les employés qui sont là depuis des décennies et des décennies. Bref.
le terme famille, il est souvent galvaudé parce que c'est avant tout un business. Mais en Italie, je dirais avant toute chose qu'il y a une âme. Et même s'il y a des défaites récemment en Ligue des Champions, croyez-le, le football italien est toujours vivant. Et je tiens même à faire un petit pari. Il sera de plus en plus attractif sur le marché des transferts. Non pas parce qu'il a plus d'argent, mais parce que les autres en ont de moins en moins. Et qu'en Italie, on arrive toujours à trouver des subterfuges pour équilibrer les comptes. Sur ce, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et on se dit à bientôt. Keep the faith.